Yo les amis, j'espère que vous allez tous très bien, et je suis super content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Alors il y a quelques jours, je vous expliquais la raison de mon absence des 2 dernières semaines, et j'en profitais pour vous partager plusieurs petits éléments de culture foot. Alors pour ceux qui ont raté cette vidéo, déjà je vous conseille d'aller la voir quand vous aurez le temps, mais en gros je me suis mis à tenir au fur et à mesure de mes recherches footballistiques, comme en ce moment je fais pas grand chose d'autre, je me suis mis à tenir un petit cahier comme celui-ci où je note en gros pêle-mêle tout ce qui vaut pour moi la peine à la fois d'être appris et d'être partagé. Alors pour l'instant j'ai 4 catégories distinctes. D'abord le jeu, donc le terrain, tout ce qui est de l'ordre de la technique ou de la tactique. Par exemple, dans le dernier épisode, je parlais des zones de Michael Appleton, qui est un coach anglais qui divise le terrain en différentes parties et les nomme explicitement zone 1, zone 2, zone 3 pour construire un référentiel commun facilement identifiable auprès de ses joueurs. Bon, même ça nous permet d'explorer un peu l'idée de la division du terrain en zones, qui n'est pas nouvelle. Donc ça, c'est un exemple de la première catégorie. Deuxième catégorie, c'est tout ce qui est relatif, comme je l'expliquais, au management, à la psychologie, la gestion humaine. Ça, j'en parlais pas la dernière fois, mais un exemple, à nouveau, c'est que j'ai appris récemment que Jürgen Klopp a accordé une importance primordiale à la maîtrise du langage, que c'était une de ses raisons principales, par exemple, pour lesquelles Naby Keita jouait initialement très peu à Liverpool. Klopp l'a expliqué sans complexe en interview que ce manque de maîtrise linguistique ralentissait son intégration, qu'il comprenait pas tout ce qui lui était demandé et que donc il jouait moins. Un autre exemple pour cette catégorie, c'est que j'ai lu il y a quelques semaines dans un article de l'Athletic que René Maric estimait que la nouvelle génération de joueurs était, on va dire la nouvelle génération de joueurs aujourd'hui en 2020, était nettement moins stressée par la perspective d'un match que la nouvelle génération de joueurs il y a 30 ans. En fait, pour lui, plusieurs raisons, mais on va dire par la force des choses, le développement du circuit professionnel fait que ces gars-là sont habitués à subir des pressions beaucoup plus tôt dans leur carrière, donc on peut penser par exemple aux convocations en équipe nationale de jeunes, plus de sollicitations médiatiques aussi, que ce soit les sponsors, la presse, tout ça leur permet de développer plus vite une résistance à la pression que c'était le cas il y a 30 ans, donc voilà, c'est pas l'idée du siècle, c'est pas la première fois qu'on entend ça, mais de la part d'un gars qui est vraiment au contact de cette population au quotidien, qui est lui aussi assez jeune, je trouvais que c'était intéressant. Donc ça c'est pour la catégorie management, psychologie, peut-être qu'on va l'appeler plus précisément gestion humaine. Troisième catégorie, c'est tout ce qui est relatif à l'environnement économique, légal, financier du foot. Quelles sont les règles de l'écosystème foot, de la machine football? La dernière fois, on expliquait par exemple le fonctionnement du Transfer Matching System, le TMS, qui est un logiciel édité par la FIFA sur lequel le club acheteur et le club vendeur d'un joueur doivent se loguer pour valider un transfert et remplissent une liste d'informations, 23 types d'informations différentes, et si tout match, un certificat de transfert est délivré. Donc ça nous permet de comprendre un petit peu plus précisément comment, par exemple, un transfert se met en place. La dernière catégorie, enfin, et elle est très riche, c'est bien sûr l'histoire. Et donc aujourd'hui, dans l'épisode d'aujourd'hui, on parlera en détail de la finale de Coupe du Monde 74 que j'ai regardé hier, et dont il y a beaucoup de choses à dire. Alors on commence par le jeu, et on commence par cet article que j'ai lu sur Spielverlagerung, site que vous commencez à connaître, et qui évoque le cas de Giovanni Reina. Donc Giovanni Reina, c'est le joueur du Borussia Dortmund qui a 17 ans, qui est le fils de Claudio Reina, donc ex-international américain, et qui est également le fils d'une autre joueuse professionnelle. Bon, super ADN pour lui, au point où, comme il l'explique dans l'article, à 5 ans, il dominait déjà des tournois U9, trajectoire classique d'un prodige, d'un surdoué. Nous, on le connaît peut-être encore plus parce que c'est lui qui a délivré la passe décisive pour le deuxième but d'Haaland contre le PSG. Mais donc dans cet article, on revient sur à la fois la trajectoire de Giovanni Reina, mais aussi ses qualités. Et super intéressant, je trouve, moi le point qui m'a particulièrement marqué, c'est à quel point c'est un joueur capable de réussir des actions véritablement influentes, décisives. Donc ils prennent notamment l'exemple d'un but qu'il a marqué contre le Werder en coupe, et ils montrent à quel point il a réussi à se passer de l'option satisfaisante, on va dire de la bonne option sans plus, qui était de décaler sur le latéral gauche, parce que c'était une option ouverte. Il choisit plutôt l'option compliquée, tenter un dribble, s'ouvrir la voie et réussir une frappe extraordinaire. Donc voilà, qu'est-ce qui fait qu'un joueur est capable de réussir des actions vraiment décisives, vraiment impactantes? Bon, le courage peut-être, on en parlait, la bravoure et la confiance en soi. Aussi, dans ce cas-là,
être un dribbleur créatif et être un dribbleur qui va réussir à attaquer les espaces en passant d'une position statique à une position dynamique. Donc c'est ce qu'il réussit à faire sur cette action. Il reçoit le ballon, il est totalement statique. Il attire le mouvement des défenseurs, donc il attire les défenseurs vers lui et ça ouvre une poche entre ses défenseurs et on va dire la surface de réparation à peu près. Une poche dans laquelle il peut s'infiltrer. Ça demande pas mal de choses, à la fois reconnaissance de la situation, mais super coordination pour très vite se mettre en mouvement. L'article expliquait à quel point c'était une qualité valorisée, peut-être aussi pour une équipe qui, Dortmund en Bundesliga va souvent jouer des matchs de contre, mais de plus en plus jouer des matchs aussi contre des blocs bas bien regroupés, et dans ces situations, réussir à passer rapidement d'une position statique à une position dynamique, trouver des espaces depuis une position statique, c'est quelque chose qui vaut très très cher, c'est un vrai talent, et du coup, Giovanni Reyna, plutôt bien placé pour réussir ce genre de choses. Il a seulement 17 ans, on le rappelle, et s'il continue à générer autant d'imprévisibilité dans ces situations, ça peut faire très mal. Le deuxième point jeu, il nous vient d'une interview que j'ai lue dans l'Athletic de Luc Amos, donc c'est joueur de Tottenham qui n'a pas totalement réussi à percer le seuil de l'équipe première, qui est là en prêt du côté de QPR, Queen's Park Rangers, et c'est pas tant son profil qui est intéressant, mais le profil d'un de ses coéquipiers qui décrit, que je connaissais pas du tout et qui est apparemment une des vraies superstars du Championship, c'est Eberechi Eze, donc milieu offensif droitier de 21 ans, 1m73, vraiment impressionnant. Du coup, je me suis un petit peu intéressé à son profil, regardé plusieurs de ses vidéos. Lui, quand on parle de capacité à influencer le cours d'un match, capacité à être créatif par le dribble, et juste un joueur très très impactant, qui fait des différences, provoque beaucoup de penalties par exemple. C'est le genre de gars dont on n'entend pas trop parler en France, mais qui fait beaucoup de bruit apparemment outre-Manche. Apparemment Tottenham est sur lui, donc Eberechi Eze, peut-être un nom à retenir, et on risque d'en entendre parler encore plus bientôt. Alors après, quelque chose que j'adore faire, et j'ai un autre point dans la catégorie management, psychologie sur ça, mais j'adore regarder des vidéos d'entraînement, des vidéos un peu inside, encore mieux si il y a un micro sur l'entraîneur et qu'on peut un petit peu comprendre comment il dirige la séance, puis qu'est-ce qu'il attend de tout ça. Là, c'est sur la chaîne de Bournemouth, où on voit, c'est une vidéo en pré-saison, donc en juillet il me semble, une vidéo où on voit Eddie Howe, le coach de Bournemouth, insister sur l'importance des appels sacrifices dans le cadre de contre-attaque. Donc il y a un moment où l'équipe fait des exercices de contre-attaque en 3 contre 2 il me semble. Il trouve ça catastrophique, pas assez de mouvements, pas assez de courses croisées notamment. Il corrige ça de manière un petit peu véhémente, il va leur dire que c'était vraiment très très mauvais, va leur donner quelques conseils, et puis il corrige ça, et alors là on commence à avoir des mouvements super intéressants, comme je le dis, donc des courses croisées, comme il l'explique, qui sont un petit peu des courses sacrifices, parce que c'est juste pour attirer des défenseurs. Alors parfois le joueur est servi, parfois non, mais s'il n'est pas servi, c'est surtout pour attirer le défenseur, ouvrir de l'espace. C'était important parce que pour une équipe comme Bournemouth qui va surtout reposer sur ce genre de situation, qui pratique un jeu de transition plus qu'un jeu de position, il faut réussir à être percutant, tranchant sur ces phases-là, et Eddie Howe mettait vraiment l'emphase dessus. Donc ça c'était pour cette vidéo Inside, comme il l'appelle sur la chaîne, vidéo mic top, donc avec un micro, comme ça on entend un peu les instructions. Sur la chaîne de Coach's Voice, que je cite régulièrement, que je fréquente beaucoup aussi, il y avait un épisode où on voyait le coach de Bristol City, Lee Johnson, insister sur l'importance de la coordination de la ligne de 4, donc parce qu'il pratique un 4-4-2, et insister sur l'importance de la coordination de la ligne défensive sur un point en particulier, c'était dans le cadre de dégagement adverse. Donc quand l'équipe adverse dégage ou joue un ballon long, il faut que cette ligne soit parfaitement coordonnée. Il faut qu'elle soit déjà droite, mais il faut qu'elle sache exactement quand monter, quand descendre, quand tenir sa position, et donc il pratiquait un exercice où le ballon circulait un petit peu au milieu, et puis tout de suite il y avait un dégagement, il fallait s'adapter. Ce qui était intéressant peut-être par rapport à tout ça, c'est qu'il estimait que si la ligne de 4 montait au pire moment, montait pile au moment du dégagement, même si un des 4 montait au moment du dégagement, ça ouvrait une brèche dans laquelle pouvait s'infiltrer l'attaquant, donc c'était le truc à éviter en priorité. Mais de manière générale, il fallait que cette ligne se déplace et soit bien coordonnée. Et à cette fin, pour Lee Johnson, et comme on en parlait un peu la dernière fois dans le dernier épisode, la construction d'un référentiel commun, un référentiel verbal notamment, il mettait en place des instructions très claires à base de 3 mots que la ligne elle-même devait communiquer, peut-être le leader de la ligne défensive devait communiquer. 3 mots qui étaient soit up, donc monter, hold, tenir la position, rester à peu près là où on est, et drop, redescendre. Donc drop, il disait exactement pile au moment, idéalement au moment où on voyait le joueur adverse armer son dégagement. Voilà, c'est à ce moment-là qu'il fallait commencer à redescendre. Et puis il y avait un exemple d'une très bonne synchronisation réussie qui valorisait. Encore une fois, je trouvais ça plutôt notable, remarquable.
Alors on passe à la deuxième catégorie, management, psychologie, tout ça. Là c'est plus un point gestion d'effectifs, et pas tant une analyse que juste quelques stats que je trouvais intéressantes, que j'ai trouvé dans un article de l'Athletic dédié à ce sujet, qui expliquait que Norwich est de très très loin, vraiment de très loin, l'équipe de Premier League à avoir donné le plus de minutes à ses U21. Donc comme on le voit, 7911 minutes à des U21, Chelsea deuxième avec 5373, Arsenal troisième 4805, et puis après ça dégringole assez vite, on retrouve Manchester City dans le bas du classement 624, Crystal Palace seulement 7 minutes cumulées sur toute la saison. Pas grand chose à en dire, on peut pas dire malheureusement que la stratégie soit ultra payante. Norwich, aux dernières nouvelles, était la lanterne rouge de Premier League, semblait en posture assez difficile pour le maintien, mais ça nous a au moins permis de découvrir où, si vous avez fait comme moi une saison Football Manager l'année dernière avec Norwich, ça nous a permis de continuer à découvrir plusieurs de leurs jeunes pousses extraordinaires. Donc par exemple Ben Godfrey, défenseur central, Jamal Lewis, Max Aarons. On a là vraiment découvert le très très jeune Adam Ida, 18 ans. Mais voilà, Emi Buendia, qui était sensationnel en 2018-2019, a été aussi assez remarquable cette saison, et puis peut-être plus que tout, et c'est ce que souligne l'article, c'est sans doute le joueur de la saison du côté de Norwich, c'est le très jeune Todd Cantwell, 22 ans, qui est un joueur créatif assez fascinant. Donc voilà, quelques stats rapides de gestion d'effectifs. Deuxième point pour cette catégorie que j'ai trouvé vraiment marrant, alors c'est un article, à nouveau un article de l'Athletic, et en gros ils ont des écrivains spécialisés pour chaque club, et ils ont sorti une série récemment où pour chaque club ils élisent entre guillemets le joueur de la saison, donnent quelques arguments. Pour Liverpool, ils ont choisi Jordan Henderson, donc notamment d'un point de vue technique, peut-être quelque chose qui est sous-évalué quand on pense à Henderson. On parle un petit peu de son repositionnement tactique, ce qu'il apporte sur le terrain, mais bien sûr, là c'est ce à quoi on pense le plus, c'est l'aspect leadership, et ça permet de poser la question, qu'est-ce qui fait un bon leader? Donc voilà, surtout, ce qui en ressort, c'est la capacité à pousser les autres, à élever leur niveau, élever leur engagement, élever leur investissement. Il y a notamment un passage où Trent Alexander-Arnold parle du fait que Henderson n'a pas peur de recadrer assez sérieusement les joueurs à l'entraînement, instaurer une certaine forme de conflictualité, mais positive, voilà, pour vraiment pousser les autres à donner leur meilleur. Et la raison pour laquelle je trouvais tout ça marrant, c'est que 5 ou 10 minutes plus tôt, je venais de voir une vidéo Inside d'un entraînement de Liverpool où on voyait mais exactement ça, et en plus exactement la relation entre Henderson et Alexander-Arnold. Donc en fait c'est dans le cadre d'un petit exercice où il s'agit de partir vers l'avant, partir vers l'arrière, ou sur le côté en fonction des indications que donne le coach assistant. Voilà, Alexander-Arnold traîne un petit peu des pieds, il se fait tout de suite immédiatement recadré par Henderson, mais de manière assez virulente. Même on voit qu'Alexander-Arnold le prend assez mal, il est un petit peu vexé. Mais voilà, ça illustrait parfaitement le point que je disais 10 minutes plus tard. J'avais déjà flashé dessus parce que c'était assez remarquable, c'était pas juste on rigole, on fait les choses tranquillement, comme dans un club où tout se passe bien, comme c'est le cas actuellement à Liverpool. Non, vraiment beaucoup d'engagement, une certaine virulence dans l'échange, et ça montre à quel point un leader a pas peur de marcher un peu sur les pieds des autres pour les pousser à élever leur niveau d'engagement. Alors rapidement ensuite, le seul point écosystème, environnement, légal, financier de la vidéo. Donc c'est un article du New York Times que j'ai lu et qui est assez intéressant, qui relate l'histoire autour du procès de Rui Pinto, donc qui vient d'être libéré conditionnellement pour que son procès ait lieu ou se prolonge. Donc Rui Pinto, c'est le gars qui a fait les Football Leaks, qui a divulgué des milliers ou des millions peut-être de documents. Ça fait pas mal de bruit en ce moment parce qu'il doit être jugé, alors il devait être jugé initialement par un juge dont l'allégeance benfiquiste, donc supporter du Benfica, est connue. Et alors, la raison pour laquelle c'est intéressant, c'est que Rui Pinto a divulgué pas mal de documents qui incriminent assez directement Benfica, ou en tout cas qui pourraient avoir des répercussions négatives pour le club. Et c'est intéressant parce qu'en fait, un club comme Benfica qui est si populaire, si puissant au Portugal, parfois ça pose des problèmes de conflit d'intérêts parce que c'est difficile de trouver des juges qui sont pas supporters du club ou qui sont pas supporters de tel ou tel club. Donc il y a des chiffres qui sont donnés, et je crois qu'il y a un nombre assez incroyable de juges dont le supporterisme pro-Benfica est prouvé, ou même ça pourrait être pour d'autres clubs, mais bon, la popularité de Benfica est telle que c'est souvent ce club en particulier. Le juge a finalement été retiré, donc ce sera pas lui qui jugera cette affaire, mais c'est quelque chose qui a même par le passé, on a prouvé par le passé qu'il y a pu avoir des collusions, des conflits d'intérêts de ce point de vue-là, et bon voilà, est-ce que c'est si surprenant? Je sais pas, mais en tout cas ça montre à quel point les liens entre football et politique peuvent être forts, et puis à quel point le foot est vraiment inscrit, ancré dans son environnement.
au point où ça peut influencer des décisions de justice. Donc voilà, vraiment je vous conseille cet article dans son ensemble. Super intéressant, et puis peut-être qu'on relaiera un petit peu plus les développements du procès de Rui Pinto, qui est lui aussi assez important. Et puis enfin, donc, on termine avec notre sujet principal, la finale de Coupe du Monde 74, que j'ai regardé hier sur Footballia. Alors pour ceux que ça intéresse, c'est un site, c'est pas la première fois que j'en parle, et il sponsorise toujours pas la chaîne, mais c'est pas payant d'ailleurs. C'est un site qui regroupe plusieurs milliers de matchs historiques, vraiment je pense qu'il y en a plus de 15 000, il me semble que c'est à peu près ça la stat, et c'est gratuit, il y a juste à créer un compte, vous avez accès à tout, donc plutôt une ressource intéressante. Et du coup, je me suis fait la finale de Coupe du Monde 74 entre les Pays-Bas et l'Allemagne de l'Ouest à Munich. Je me suis dit que ce serait intéressant, parce qu'il y a pas mal de choses qui en ressortent, qui m'ont vraiment interpellé. Je me suis dit que ce serait intéressant d'en faire un petit récapitulatif et de vous parler de tout ça. Alors, la première chose, c'est sans doute au niveau du jeu. Je m'attendais par exemple à voir le fameux pressing tout-terrain des Hollandais, dont j'avais en tête quelques images. Sur ce point, j'étais plutôt déçu, et même de manière générale, je dirais que le niveau d'intensité défensive est assez faible. Des deux côtés, on voit des premières lignes qui marchent, qui se font transpercer sans opposer de vraie résistance. On voit très souvent des blocs totalement coupés en deux. Pas assez de plans larges pour peut-être vraiment s'en rendre compte, mais on s'en rend compte quand même au niveau des courses qui sont faites, au niveau du manque de replacement. On voit des joueurs offensifs notamment qui viennent pas du tout se replacer à la perte. D'autres choses peut-être qui interpellent, par exemple le fait que le ballon soit énormément porté, le dribble, la conduite, je dirais, est au cœur de tout. Par rapport à aujourd'hui, si on avait les stats, je pense qu'on verrait assez nettement qu'il y a beaucoup moins de passes, juste nombre de passes tentées, beaucoup moins aussi de longues séquences collectives. En fait, on a assez peu souvent l'impression de voir deux blocs qui se travaillent, deux blocs qui s'affrontent vraiment. C'est très très individuel, et quand c'est collectif, c'est surtout que ça combine. Il y a beaucoup de combinaisons à 2-3 joueurs maximum. Bon, bien sûr, il y a quelques actions qui sortent du lot, mais en gros, ça ressemble à ça. Ça repose beaucoup sur ces combinaisons, et ça repose aussi beaucoup, comme on vient de le dire, sur des percées. Alors, 2 des 3 buts du match sont inscrits sur des pénaltys qui sont consécutifs à des rushs d'un seul joueur, d'abord Cruyff, puis Holzenbein. Mais l'impression vraiment la plus marquante, et sans doute celle qui en réalité sous-tend tout le reste, elle saute aux yeux, c'est vraiment le déficit de conditions physiques des joueurs. Alors pas nécessairement dans l'absolu, mais en tout cas par rapport à ce qu'on attendrait aujourd'hui d'un match en 2020. La deuxième mi-temps par exemple, très souvent ça ressemble à ce qui serait aujourd'hui une deuxième mi-temps de prolongation. On voit des joueurs qui tirent la langue, et en fait ça ressemble à un match où il fait très très chaud, où tout le monde est très très fatigué, peut-être qu'il faisait chaud aussi, mais c'est vraiment marquant. Alors quelques autres observations pêle-mêle, déjà pas mal d'erreurs techniques non forcées, je pense que le ballon et le terrain aident pas, mais quand même c'est notable. Pareil, je dirais au niveau de la prise de décision, surtout dans les zones chaudes, on voit parfois un vrai manque de lucidité, c'est peut-être quelque chose qu'on peut rapprocher des lacunes physiques qu'on évoquait. Après, il y a quand même quelques joueurs qui sortent nettement du lot et qui dégagent une impression de très grande classe. Alors Cruyff sur certaines prises de balles, mais surtout, pour moi, Beckenbauer, que j'ai trouvé impressionnant. Conduite très sereine, très fluide, des passes bien ajustées. Sur le plan défensif, son camarade Paul Breitner aussi, un sauvetage sur la ligne qui sauve Sepp Maier, et puis juste beaucoup de présence, beaucoup d'engagement et fin techniquement. Alors je crois que c'est Gerd Müller qui a remporté le trophée d'homme du match, et logique aussi parce que son but décisif donne la victoire finale à la RFA, mais personnellement je pense que je l'aurais donné à Breitner. Enfin, quelques détails qui m'ont marqué. Déjà, les cheveux longs dans les années 70, c'est pas une légende. Tous les joueurs longs, tous les photographes, tous les spectateurs, tout le monde qu'on peut voir, notamment au moment des célébrations à la fin. Voilà, il y a un volume capillaire assez impressionnant, première chose. La deuxième, c'est que Sepp Maier, lui, a des gants, mais son homologue néerlandais, il n'en a pas, et il y a un moment où ça lui coûte. Je trouve que ça lui coûte. Plus généralement, je l'ai même trouvé assez catastrophique sur le match. Troisième chose, c'est que les remplaçants étaient autorisés en Coupe du Monde depuis l'édition précédente, depuis la Coupe du Monde 70, mais visiblement ils n'avaient pas encore trop investi dans la technologie. Enfin, j'ai trouvé marrant que dès la fin du match, l'écran géant du stade et même le speaker du stade fassent déjà la pub de la Coupe du Monde 78, la prochaine Coupe du Monde qui se jouerait en Argentine, même le logo était déjà prêt. Donc voilà les amis, on s'arrête là pour aujourd'hui. Plusieurs choses à vous dire quand même avant de vous quitter. Déjà, merci pour vos retours sur la dernière vidéo, alors vraiment... c'était un nouveau format qu'on testait, un truc assez expérimental. Honnêtement, je savais pas si ça allait vraiment vous plaire. Moi, je savais que ça pourrait être intéressant, il y a des choses à comprendre, il y a des choses à apprendre, mais à quel point ce format pouvait fonctionner, c'était un doute, comme ça l'est un petit peu toujours, et
bah en fait j'ai eu parmi les tout meilleurs retours, sincèrement, sur vos commentaires. J'ai eu parmi les tout meilleurs retours que j'ai jamais eu sur l'histoire de la chaîne. Je crois que la vidéo vous a vraiment plu, donc bon, c'est cool parce que moi j'aime beaucoup ce format, j'aime beaucoup pouvoir partager de manière un peu fluide comme ça, puis ça me donne une excuse pour continuer à apprendre plein de choses aussi, donc voilà, vraiment comblé de ce point de vue-là, merci beaucoup pour ça. Deuxième truc, c'est que, comme vous l'avez remarqué, il n'y a toujours pas de nom pour cette série, donc en général c'est quelque chose que j'aime bien faire assez vite, l'analyse, le retour, plus récemment le sprint aussi, que je compte poursuivre quand on aura plus d'actu. Mais voilà, généralement je trouve assez vite, dès le début, un petit nom. Ça me permet à la fois de créer une playlist dédiée sur la chaîne. Ça aussi, vous l'avez peut-être déjà remarqué, vous pouvez consulter toutes mes playlists sur la page principale de la chaîne. Ça me permet aussi de créer un petit habillage visuel spécifique autour du nom, voilà. On va dire de manière générale, faire les choses bien, que ce soit joli, sympa à regarder, mais pour l'instant, j'ai toujours pas de nom, donc j'ai quelques idées en tête, mais si vous en avez, n'hésitez pas à me les partager dans les commentaires. Généralement, je fais quelque chose assez court, donc un mot ou deux, même souvent des mots assez courts, voilà, le sprint, l'analyse. Si vous avez des idées, n'hésitez pas, ce sera un plaisir de lire tout ça. Enfin, si ce nouvel épisode vous a plu, que vous voulez pas rater les suivants, il y en aura. Vous pouvez mettre un pouce bleu sur la vidéo, ça m'aide, et vous pouvez aussi vous abonner à la chaîne, ça m'encourage énormément. Donc voilà, merci de votre soutien, merci de votre fidélité aussi, après une longue période d'absence. Bon, c'était pas gagné, ça fait toujours chaud au cœur, ça fait vraiment plaisir. Et puis bon, on se dit à la prochaine, alors j'espère milieu de semaine prochaine, mais pas sûr, peut-être week-end prochain, le plus vite possible en tout cas. On va essayer. Et bah, d'ici là, comme d'habitude, passez une très bonne journée, une excellente semaine, une excellente fin de dimanche, et puis prenez soin de vous surtout. À très vite, et bisous.